Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission À votre service. Cette semaine, je reçois pour vous Antoine Suzard-Fortier, qui est le coordonnateur, effectivement, de la coopérative de l'arbre, la coop de l'arbre comme telle, et qui vient nous parler de l'entreprise. Et vous allez voir un peu plus ce qu'a pu faire la coopérative depuis maintenant 12 ans dans notre belle région. On reçoit également M. Pierre Landry, qui est vice-président du conseil d'administration du Chœur polyphonique de Charlevoix, qui vient nous parler du prochain spectacle que donnera le chœur en l'église des Éboulements. Bonne émission. Antoine Suzard-Fortier, bienvenue à l'émission. Bonjour Herman. C'est l'Halloween! Presque! On ne s'est pas déguisé aujourd'hui, là? Non, on manque un peu de temps pour les festivités en ce moment là, à la coop de l'arbre. On est dans notre grosse saison, donc bien sûr, comme coordonnateur, c'est la haute saison en ce moment qui bat son plein. Quand on parle de grosse saison pour vous autres ou la haute saison, ça représente quoi, là? C'est-à-dire qu'on a 3 secteurs d'activité à la coopérative. Donc, à ce moment-ci de l'année, tous les secteurs d'activité sont vraiment sollicités. Tous nos services d'armes, donc ça, c'est les élagages, abattage d'armes, tous les soins, toute la batterie de services qu'on donne aux citoyens de Charlevoix pour qu'ils entretiennent ou sécurisent leurs armes. Ça, c'est présentement, c'est la haute saison. Les gens veulent faire des travaux avant les neiges, donc c'est tout à fait normal. On est en demande, disons, assez importante. C'est réellement cette saison et par rapport au printemps, c'est beaucoup plus fort. C'est les deux, au fond, le printemps et l'automne. Mais aussi, là, il y a eu des coups de vent importants dans Charlevoix il y a quelques semaines. Donc, bien sûr, les services sont encore plus sollicités. On est beaucoup en mode urgence, donc les équipes travaillent très fort en ce moment. Parallèlement à ça, bien, on a aussi toute la saison, si on veut, l'automne, c'est une saison à charger avec les entreprises et les organismes publics. Les organismes publics qu'on accompagne pour, via notre partenariat avec la réserve de la biosphère de Charlevoix, on les accompagne dans différents services et vu que c'est leur budget à ce temps-ci de l'année, souvent ils nous demandent les livrables ou du moins des rendus pour ces dates-là. Donc, autant au bureau, les services, que les services terrain de la coopérative sont fortement sollicités. Et aussi, pour ce qui est de la sucrerie, même si la sucrerie, on opère ça au printemps, l'automne, bien, c'est signe d'entretien de nos forêts, de nos érablières, de nos bétulets, des améliorations locatives. Donc, c'est une belle saison bien occupée. Comme on dit, on ne chôme pas. On ne chôme pas. Est-ce que vous êtes en pénurie de main-d'œuvre de votre côté? Bien, on a toujours un manque de personnel spécialisé relié au service d'élagage. C'est un diplôme qui s'enseigne à Québec, à Montréal, dans quelques institutions d'enseignement professionnel au Québec, un DEP, arboriculture et élagage. Et on est toujours à la recherche d'élagueurs expérimentés. Là. Cette semaine, C'est très spécialisé. C'est très spécialisé. On ne s'improvise pas, élagueur. Non, c'est ça. Donc, cette semaine, entre autres, bien, on a un stagiaire français qui vient faire la semaine avec nous. Puis, on est rendu là, si l'évaluation est bonne, on va commencer les démarches d'immigration avec le candidat en question. Donc, la coopérative, ça comprend combien d'employés, là, présentement? On est une douzaine. À ce moment-ci. On a déjà été, par le passé, plus nombreux. On avait une division avec l'écoforesterie. On faisait beaucoup de fabrication de mobilier en bois. Et là, on était plus nombreux. Et on a fait migrer notre écoforesterie non plus vers l'ébénisterie puis la fabrication de bois, mais plutôt vers la foresterie gourmande. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs années. Si gourmande, c'est tout ce qui est trait à la table. Exact. Dont le sirop de bouleau. Oui, le sirop de bouleau, le sirop d'érable. Et prochainement, on va pouvoir aussi faire une annonce d'un projet assez important de développement de nos services éco-forestiers qu'on va mettre de l'avant dès 2020. Puis qui va être synonyme là, de création de quand même plusieurs nouveaux emplois pour nous.
Donc, facilement, là, 3 postes de travail temps plein annuel qui va tourner autour de la foresterie gourmande. Donc, pour l'instant, j'ai des partenariats un peu à respecter là-dedans, mais ça pour vous dire qu'on a, je ne peux pas en parler plus, mais on a quand même, on peut voir le lien entre notre écoforesterie ligneuse, le bois, le mobilier qu'on pouvait fabriquer. On a même fait ici les gares de train de Réseau Charlevoix à une époque, des arches pour le snowpark du Massif, différents trucs qu'on faisait, même des maisons préfabriquées. On en a fait des projets pilotes par rapport à ça, quelques bâtiments, chalets préfabriqués. Mais là, on a arrêté ça et maintenant, c'est vraiment vers la forêt gourmande, qui est plus, au fond, disons, qui était peut-être plus porteur ou plus, peut-être le profil des gens dans la coopérative correspondait plus à ce projet-là qu'à celui plus de l'ébénisterie. Oui, parce que là, on tombe dans un secteur plus industriel. De la construction. Oui, exact. Puis vos installations par rapport à tout ce qui s'appelle le côté gourmand, c'est effectivement au Mont-Allégorie, à ce que je sache. Oui, on a un très beau partenariat avec la MRC de Charlevoix entourant le domaine Allégorie. Donc la MRC de Charlevoix a redonné un second souffle à ce parc-là, historique-là, il y a quelques années de ça maintenant. Donc nous, on s'est rapidement occupé de ranimer, de remettre en valeur et en opération la sucrerie du domaine Allégorie. Ensuite est arrivé la coop L'Affluent, pas longtemps après, l'année qui a suivi, et qui aujourd'hui a ce mandat-là de redonner une vie humaine et d'hébergement au site. Donc il y a une belle, si on veut, une belle complicité, complémentarité dans le fond. En effet, fait que ça nous fait un beau terrain de jeu. Et nous, à partir de cet endroit-là, bien sûr, bon, on est proche de partenaires, donc Groupe Le Massif, qui est un partenaire et qui est voisin à nous. Donc il y a toutes sortes de projets là, de foresterie gourmande qui peuvent, de base qu'on connaît, sirop d'érable, sirop de bouleau, mais plusieurs qui peuvent aussi il y a plein de monde qui vont venir au Club Med, vont pouvoir goûter à vos produits. C'est typiquement québécois, cette affaire-là. Les autres, il y a des touristes internationaux. En effet, ce projet-là, dans notre région, on peut pas... au fond, on va utiliser l'opportunité, bien sûr, là, de cet achalandage-là pour faire goûter une approche intéressante qui est un regard sur la forêt différent. Au lieu d'être en mode coupe forestière ou exploitation pour faire du bois d'œuvre ou des produits qui ont leur place dans notre économie. Mais au fond, ce qu'on propose, c'est quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, artisanal, subtil, délicat, intéressant. Puis, donc voilà, puis nous qui nous passionne. Donc, voilà. La coopérative, ça fait 12 ans là, maintenant. Oui, ça fait une douzaine d'années, ça passe très vite. Ça passe vite. Oui. Est-ce qu'au début, quand on lance la coopérative, on parle toujours des 5 premières années qui sont cruciales pour une entreprise, là, on peut dire qu'on est passé ces 5 années-là. Côté évolution, est-ce que c'est pas mal en fonction des projets où ça a pris beaucoup de tangentes imprévues au fur et à mesure qu'on grandissait? Je dirais que la coopérative s'est toujours développée puis a sélectionné ses projets, ses implications en fonction des gens qui en faisaient partie. Quand il y a on a une mission, bien sûr, donc on a des créneaux à respecter. Mais ensuite, c'est une formule juridique, la coopérative de solidarité, qui est très libre. Et on a toujours, moi comme personne en charge, architecte de la coopérative, le coordonnateur est le terme de mon emploi, mais bon, ça s'apparente quand même plus à de la direction générale et plus. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a des gens qui sont motivés puis qui répondent premièrement à leur mandat, après, on regarde ensemble qu'est-ce que tu voudrais faire, qui te passionne. On a quand même une mission assez large. Des opportunités. On a une mission large, donc en fonction des désirs des gens, on a développé toutes sortes de produits et de services. Donc, le sirop d'érable, c'était Félix et le sirop de bouleau, c'était son idée. Ensuite de ça, Bessic, c'était pour répondre à des besoins de partenariat. Les services conseils, il y avait... C'est beau les Bessic, ils sont tous la même couleur, la même shape. On a une marque, on a une... Oui, ça a très bien... ça, c'est un tout petit projet chez nous qui représente 1% de nos activités, mais qu'on a décidé d'héberger à l'époque en 2010-2011 pour répondre à un besoin du milieu, d'avoir un peu un système, sans faire de la location de vélo, mais de vélo-partage, donc à prix modique, simple, pour se promener d'un endroit à l'autre à Baie-Saint-Paul. Et cette année, en effet, il y a eu un coup de jeunesse qui a été donné au projet avec un réinvestissement assez important, 45 nouveaux vélos qui roulent, donc avec
un petit peu plus, je vintage, dirais. un peu comme look, mais en même temps, regarde, ils sont beaux, la couleur, ils ont la même couleur. Ben, merci. Même Puis c'est Grance vraiment à PN Gariepi, Sylvain, les deux frères, là, OK. Simard. Là, Sylvain et Louis. Sylvain et Louis. Sylvain nous a bien conseillé parce qu'à un moment donné, on s'en retournait avec ça. Puis il me dit, ouais, il dit, me semble, Antoine, vos vieux vélos de deuxième main, ça a comme fait un peu son temps. Si vous rachetez, peut-être vous pourriez acheter plus en neuf. Fait qu'on s'est dit, c'est pas fou. Et on a suivi son conseil, puis je pense que c'est ce qui a joué au succès du Puis on les retrouvait pas mal partout dans Baie-Saint-Paul, ici à l'hôtel de Germain. Ça a triplé. À là. côté, à Maison-Mère. J'attends les chiffres là, de l'équipe prochainement, mais c'est plus que doublé. Là. On est proche de tripler l'achalandage cette année. Donc, on était bien contents parce qu'au départ, c'était un projet qui avait émergé en 2011. On avait gagné le premier prix à cette époque-là. Desjardins faisait le concours des avoirs au service des êtres. Puis, on avait gagné là le premier prix, puis on s'était dit, OK, c'était 10 000 $. On avait parti le service comme ça. Puis les gens de la population nous avaient donné, étaient venus. Je me rappelle bien de ce moment-là, parce que ça m'avait impressionné. C'était un vote de popularité. On était deux organismes là, comme en finale, et les gens venaient voter. Puis ça se passait à l'église ici au presbytère à Baie-Saint-Paul, puis c'était vraiment rempli. Et à ma grande surprise, c'est nous qui avons gagné le prix. Mais surtout, les gens, quand je suis sorti, après, ils m'ont dit « Monsieur Suzard, on a des vélos. » Tout le monde nous avait apporté. On est parti de là avec 50 vélos. Wow. Et c'est comme ça que la flotte a démarré. Bien sûr, à un moment donné, après 7-8 ans d'opération, on se rendait compte que l'achalandage était déjà 7-8 ans, oui. 2011, donc faites le calcul. Ouais. Donc, on se rendait compte que finalement, en observant les chiffres d'année en année, ça faisait juste augmenter. Pas énormément, mais à chaque constant, fois, au moins c'est un petit peu plus. Et on travaillait donc avec des vélos, plutôt des fois vraiment des vélos très usagés, sécuritaires. Aussi, peuvent varier comme style, des petits, des moyens, des gros. Donc là, on trouvait qu'après 9 ans, on arrivait vraiment en fin de vie de la flotte. Donc c'était, OK, on doit racheter. Puis grâce au bon conseil du PN Gariepi, on a, je pense, acheté un vélo qui a fait fureur cette année. Je pense que c'est devenu une marque. C'est quelque chose que tu vois et tu sais d'où il vient. En effet. C'est un tout petit projet, mais qui fait beaucoup jaser de nos activités. Mais sinon, autrement, on a toujours, que ce soit avec l'édition, moi j'avais un désir personnel d'écrire des manuscrits. C'est une de mes forces dans la vie d'écrire. Donc, on a notre petite maison d'édition maintenant, 3 ouvrages à notre actif, des guides pratiques. Ensuite, les services conseils, il y avait ma collègue Ophélie, il y avait différentes personnes qui parlaient on devrait faire de l'éco-conseil pour accompagner nos entreprises. Donc, en montant le partenariat avec la réserve de la biosphère, bien, ça nous a permis d'aller jouer aussi dans cette talle-là. Donc, on a couvert pas mal de champs de l'environnement, si on veut, dans la région. Parlons-en de la réserve de la biosphère. Effectivement, c'est quelque chose qui est venu s'intégrer au fil du temps. Oui. À chaque fois qu'on parle de la réserve, on pense coop. Bien sûr, bien sûr. À chaque fois qu'on parle de coop, on parle réserve. Oui. Alors finalement, c'est très imbriqué tout ça. Oui, puis ça va avoir une fin aussi. C'est-à-dire qu'au fond, la réserve de la biosphère, quand je m'y suis impliqué au départ personnellement, c'est que le statut était menacé. Oui. Le statut d'UNESCO était menacé. La corporation était sans ressources, puis il y avait un manque d'initiative assez important parce qu'il y avait eu du sous-financement depuis des années. Et donc, les ressources et initiatives étaient absentes ou nulles. T'sais. Donc, au fond, à ce moment-là, on était en mode urgence. On a créé un programme de reconnaissance environnementale et on a vraiment travaillé à ce que le partenariat avec la Coop de l'Arbre assurait, au fond, que l'opération de la réserve puisse bien se faire avec une organisation établie. Aussi. Okay. Là, on a ce modèle-là depuis plusieurs années qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, la clientèle et les membres de la réserve institutionnelle qui transigent, qui vont chercher des services sont plutôt nombreux, puis ce sont tous les organismes connus, donc les municipalités, les MRC, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les institutions culturelles. Il y a beaucoup de démarchage, tout ça. Là. Et oui, puis aujourd'hui, ce sont des contrats de service, puis c'est des gens qui on travaille au quotidien. Donc, au fond, cette base-là est bien construite. D'autres initiatives aussi ont été créées, puis probablement que là, dans la prochaine année, en 2020, on va arriver à un point où le rôle de la Coop de l'Arbre pourra être révisé avec la réserve pour laisser place peut-être à une structure qui va s'ajuster à cette nouvelle opération-là. Okay. Parce que là, deviendrait autonome. Oui, exact. Tout en comptant toujours la Coop comme opérateur pour faire les services.
Mais il y a beaucoup d'autres choses à développer avec la réserve de la biosphère pour la région. Hein. C'est un organisme régional il y en a très peu d'organismes ici qui couvrent juridiquement l'ensemble de notre région, Charlevoix-Charlevoix-Est. Donc, en effet, on a un beau levier avec la réserve. Ça peut être beaucoup d'autres, ça peut être plus que ce qu'on a fait, mais je pense qu'on a une bonne base présentement. Quand on pense à la réserve, on pense aussi à la plantation des arbres. On En avait effet. planté combien là, avec la réserve? Bien, au fond, c'est dur à dire. Écoutez, l'année passée, juste pour le G7, on a planté 100 000. Oui, effectivement. Mais ça, vous savez, la plantation d'arbres, on a commencé, on a quand même nos limites dans Charlevoix d'espace pour planter des arbres. Donc, bien évidemment, là, on a développé une autre manière qu'on offre aux entreprises pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Quand on travaille avec une entreprise ou une organisation ou une municipalité, on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre, puis on vise toujours la réduction, on veut que les gens réduisent. Une fois que les efforts ont été faits, il reste un résultat d'émissions. Puis on dit, bien, écoutez, seriez-vous prêts à compenser symboliquement tout ça? La plantation d'arbres est une façon de le faire, parce que l'arbre, quand il grandit, il crée du bois. C'est ça. Puis le bois, c'est du carbone en bonne partie. Mais au moment où on le plante, puis le moment où il devient mature et qu'il joue son rôle. Exact. Puis il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi entre-temps. Il peut y avoir une épidémie, les arbres peuvent mourir. Donc, donc c'est pour ça que c'est un exercice symbolique. Il y a une autre façon maintenant, un organisme québécois qui s'appelle la coop EFA, qui ont créé la bourse scolaire. Et la réserve de biosphère a un partenaire autre que la coop de l'arbre qui s'appelle GAEP. GAEP, c'est l'acronyme pour les groupes unis d'éducateurs spécialisés en environnement. Et bref, GAEP et Coop de l'arbre travaillent ensemble pour dispenser les services de la réserve de biosphère. Puis eux, ils sont accrédités par le programme aussi pour aller faire des ateliers dans les écoles. Donc, c'est la jeunesse qui est visée. Exact, sur l'éco-citoyenneté. Donc, partir avec les jeunes, regarder au fond, c'est quoi leur comportement actuel pour se rendre à l'école, leur consommation, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, les déplacements. Partir de... Et là, GAEP forme, au fond, enseigne ces 5 blocs d'1 heure. Donc, c'est assez, au lieu d'être juste une activité une fois, c'est plusieurs dans l'année. Puis, il y a une espèce d'outil de suivi en ligne qui permet de voir qu'avec ces activités-là de GAEP, ça change le comportement de l'élève et des fois de ses parents, de la famille, et qu'on réduit donc les gaz à effet de serre. C'est des changements de comportement qu'on vise, qui à partir de là sont mis en pratique assez rapidement. Exact. Donc, au fond, ça, c'est une nouvelle manière maintenant qu'on offre aux entreprises membres de la réserve de dire, écoutez, vous pouvez planter des arbres si vous voulez, mais il y a aussi quelque chose de plus social, plus proche des jeunes. Et là, à ce moment-là, bien sûr, les organisations sont un peu tiraillées par les deux options, mais en même temps, c'est un beau tiraillement. C'est un choix agréable à faire. Donc, voilà. Ah, regarde, on voit votre implication, on voit votre passion. Puis récemment, ça a été souligné tout ça là, par un prix qui vous a été décerné. Oui, vraiment. J'étais même un peu gêné de ce prix-là parce qu'habituellement, ça s'appelle l'Ordre du mérite coopératif du Québec et mutualiste du Québec. Et ça, habituellement, c'est donné, les ordres, c'est quelque chose qui se donne en fin de carrière pour les gestionnaires seniors qui ont travaillé dans le mouvement coopératif ou des bénévoles qui ont voué leur vie. Donc, moi, c'est sûr... Je suis entre deux âges maintenant, mais tout dépendant comment qu'on calcule ça. Mais quand on commence jeune, on a accumulé de l'expérience. Oui, de l'expérience, exact. Fait que c'est sûr que là, à la fin trentaine, je trouvais que c'était jeune pour recevoir ça. En même temps, j'étais très flatté du geste. Puis les gens qui ont pensé à ma candidature, au fond, c'était dans le mouvement Desjardins. Et puis après, la coop de l'arbre, voyant les dossiers montés par le partenaire Desjardins, a décidé de soumettre la candidature. Puis ça a été appuyé ensuite par des organismes sectoriels de la région de Québec, dont la Coopérative de développement régional du Québec, qui me connaissent depuis longtemps. La candidature a été soumise pour analyse, puis finalement, j'ai reçu ma première médaille. Ça s'est fait officiellement, tout ça? Oui, à quel endroit? La semaine dernière, au Germain-Charlevoix, c'était la semaine de la coopération. Donc, à chaque année, la semaine de la coopération, c'est une semaine dans l'année où on encourage, là, au fond, les valeurs coopératives. Et pour cette occasion-là, Desjardins, Caisse du Fleuve et des Montagnes organisaient une activité conférence de sensibilisation à l'environnement avec un conférencier plutôt connu, Mario Cyr, les yeux de la mer.
Et à ce moment-là, un plongeur exact. sous-marin, ouais. Puis j'ai assisté à la présentation, puis c'était vraiment. Je l'ai manqué malheureusement. C'était quelque chose que j'avais mis à mon agenda. Il est arrivé des imprévus, mais quoi? On aime au fond les gens qui sont intègres, puis qui sont passionnés, puis dévoués. Hein? Donc il n'y a pas de game avec M. Cyr, puis je pense que je fais partie. Il avait même fait une série télévisée, lui, sur ses plongées. Exact. Parce qu'il est spécialiste pour les plongées même en dessous des icebergs. Ça fait que c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Donc là, les images, ces expériences, c'était fort intéressant. Puis c'était bien parce que pour des spécialistes en environnement ou pour monsieur, madame, tout le monde, il trouvait son compte dans sa conférence. Donc je pense que c'était... Et donc, bref, juste un peu avant l'événement, on utilisait un peu le fait que de toute façon, on se regroupait avec plusieurs partenaires pour aller voir la conférence. Donc en marge de ça, il y a eu mon hommage qui a été organisé. Puis ça a été très, très beau. Au fond, on est toujours plus grand que nature dans les hommages. Donc, il y avait plusieurs partenaires, maire de Baie-Saint-Paul, qui est aussi représentant au niveau de la MRC, de Charlevoix, Jean Fortin, au sein de la réserve de la biosphère, donc qui avait 3 chapeaux, si on veut, comme maire, comme personne de la MRC, puis aussi pour la réserve de la biosphère. Des gens de la réserve de la biosphère, mon président, Daniel Groslot. Ensuite, bien sûr, mon équipe, les gens de la Coop de l'Arme qui avaient écrit des beaux mots. Desjardins, bien évidemment, aussi. Qui avait d'autres, les gens du mouvement coopératif qui offraient le prix, bien sûr. Les gens de la capitale nationale. J'espère que j'en ai Donc, ça devient quand même une aura un bel hommage. Plus grand que la région juste exclusivement de Charlevoix. Exact. Donc, non. Puis je pense que j'avais posé la question, est-ce que c'est le premier Charlevoisien qui le reçoit? Puis c'est vieux de 1940, ça. Au fond, l'organisme qui donne le prix, c'est le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et eux, ça existe depuis 1940, donc ils n'étaient pas capables de confirmer avant que les données soient numériques. Mais depuis que les données sont numériques, j'étais le premier. On l'applaudit. Donc, félicitations. J'étais bien content pour la région. Puis aussi, je pense que ça peut donner l'idée à d'autres coopératives de dire c'est quelque chose qui existe. On l'a déjà eu dans Charlevoix. Puis c'est une façon, je pense, de souligner l'implication de gestionnaires ou de bénévoles. Donc, effectivement. Puis le mouvement Desjardins a souligné récemment aussi la coopérative Solidarité de l'affluent en termes d'originalité dans son organisation. Par le fait même que c'est une coopérative, mais en même temps, c'est orienté très complémentaire à vous autres. On fait vivre un secteur donné, puis c'est très naturel en termes d'environnement. Fait que finalement, c'est des belles choses. Là. Oui, puis justement, tout cet hébergement-là alternatif, avec les partenaires comme Coop l'Affluent, puis d'autres dans la région, qu'on a connus dans les dernières années, Dôme Charlevoix, Repère Montréal, on trouve ça bien intéressant. Puis là, on prépare un projet qu'on va aller leur proposer en termes de réduction de l'empreinte écologique avec la réserve. Donc, on trouve que c'est inspirant de les voir aller, ces petits sites. Les projets se suivent et se ressemblent ou il y en a toujours des nouveaux? Oui, bien au fond, on a toujours nos thèmes et nos activités et nos secteurs à nourrir. Donc, on fonctionne comme coopérative. Hein. Nous, c'est de la vente de services, de la vente de produits. Puis les profits sont réinvestis, au fond, dans l'amélioration des conditions des ressources humaines, de l'équipement, qui en a parfois bien de besoin, et aussi dans d'autres projets qu'on va s'impliquer plus gracieusement, organiser différentes fêtes, des activités. Bien, Antoine Suzard-Fortier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a appris encore davantage sur la coop. On s'est rafraîchi la mémoire sur tout ce que vous pouviez faire. Puis félicitations pour le magnifique prix. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pierre Landry, vice-président du Chœur polyphonique de Charlevoix, bien le bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce plateau. On est des habitués de plus en plus. Oui. Quand il y a un programme qui s'en vient par rapport à un spectacle à venir, on entend parler du Chœur polyphonique. Oui, bien c'est important d'en parler. Ben oui, c'est une institution dans Charlevoix. Après 21 ans. Là, 21 ans, hein, on commence à avoir des bonnes racines. Oui, oui. Il y a un spectacle qui s'en vient très bientôt, qui s'appelle effectivement Requiem for Living. Pas de n'importe qui, là. Monsieur Dan Forrest. Oui, c'est un Américain. OK. Né en connu, très connu. Oui, c'est un auteur qui produit beaucoup de choses pour les chœurs,
pour les petits orchestres et les grands orchestres. Et il est né en 78, donc il était tout jeune, il y a 40 ans. Donc, c'est l'œuvre que l'on va entendre lors de ce spectacle-là, c'est quelque chose de récent. Oui, ça a été composé à la demande d'une société de chant choral en 2012 et lui, ça a été interprété pour la première fois en 2013. Alors, c'est très récent. C'est très, très récent. On est dans le moderne, là. Oui, plus que dans le contemporain. Plus Parce que quand on parle de contemporain, c'est souvent de la musique un peu dissonante. Les gens n'aiment pas ça, mais de la musique moderne, c'est de la musique qui s'apparente davantage à de la musique de film. OK. C'est une musique percutante. Oui. Puis là, quand on parle de spectacle, le chœur qui comprend combien de monde déjà? À peu près une quarantaine de Quarantaine, membres. hommes, femmes. Oui. Sous la direction, effectivement, de M. Sylvain Landry, qui est toujours le directeur artistique depuis ses débuts d'ailleurs. Oui. Là, il y a un spécial parce qu'il y a un groupe de musiciens qui va les accompagner aussi. Là. Oui, il y a une quinzaine de musiciens. C'est surtout des cordes et des percussions. OK. Et ça, c'est important. Plus une soprano qui interprète quelques aspects de... Ça va être grandiose. Oui, grandiose, mais en même temps à une échelle plus humaine. Parce que c'est pas un grand orchestre. OK. Parce que Dan Forrest, lui, quand il compose pour être capable que ce soit répercuté, que ce soit reproduit. Quand on compose pour des versions orchestrales, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de... Seuls les grands orchestres, dans le fond. Puis même à ça, je veux dire, ça prend des commanditaires. Ah, aussi. Et c'est pas tout le monde Oui, c'est qui... dispendieux, payer c'est un gros très orchestre. dispendieux. Ouais. Quand on pense que pour un orchestre, c'est 50, 60, 70 000 pour un concert. Ouais. Tandis que là, c'est un petit ensemble qui coûte beaucoup moins cher, mais qui donne un même effet spectaculaire. Parce que les cuivres et les percussions et les violons, plus l'orgue, ça donne un ensemble qui est très dynamique, très... Là, vous venez de mentionner le mot magique, orgue. Les derniers spectacles avaient lieu au Domaine Forget, dans une belle salle. Il y avait une sonorité superbe. Mais là, on se déménage à l'église des Éboulements. Oui, pour la principale raison, c'est qu'il y a un orgue tout neuf aux Éboulements, à l'église des Éboulements. Et Dan Forrest demande un orgue, parce que c'est quand même un requiem. C'est modelé sur de la musique sacrée, mais il y a une expansion qui fait que ça devient de la musique moderne. Mm-hmm. Ça passe du début des Kyrie, des choses comme ça, jusqu'à le Agnus Dei, où c'est vraiment flamboyant. Ça pète le feu, flamboyant. Oui, c'est flamboyant parce que c'est une vision d'espoir. Okay. Alors, initialement, ça devait avoir lieu au Domaine Forget, mais avec l'orgue, c'est préférable d'être aux Éboulements. Puis l'église des Éboulements, qui est d'une structure de bois. Oui. Donc, côté sonorité, ça va être quelque chose de fort intéressant. La sonorité de l'église est superbe. Moi, on a pratiqué mardi dans l'église, seulement le chœur, et ça donne des frissons. Ah. Parce que quand on entend... Ça donne des frissons, ça. Je suis content d'entendre ça. Ça veut dire que... Oui, c'est... musicalement parlant, ça passe, là. Oui, ça passe, puis c'est le chœur. Moi, je trouve que c'est un des très beaux concerts préparés par le chœur ces dernières années. Il y en a eu de beaux, mais celui-là, il est... Parce que, comme on disait, un requiem, d'habitude, c'est pour célébrer à quelque part la mort, mais celui-ci a une connotation plus orientée vers les vivants. Oui. Bien, au début, on rappelle le fait que les gens sont morts parce que c'est pour célébrer l'armistice. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est présenté à Saint-Cyr. De la Première Guerre mondiale, je pense? Oui, oui. Alors, ça fait 101 ans cette année. Alors, initialement, c'est pour rappeler ces gens-là, mais en même temps, c'est axé sur les vivants pour mettre en lumière leurs aspirations, leurs craintes, leurs espoirs, leurs difficultés. Mais c'est vraiment un mouvement très dynamique vers l'avenir, vers l'espoir. Oui, il y a des gens, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui vient de décéder, puis de son vivant, il laisse le message, dire « Venez pas à mon enterrement pour pleurer, mais venez donc pour célébrer effectivement la vie. » Bien, c'est de plus en plus comme ça. Quand les gens meurent, les cérémonies de célébration sont toujours axées sur les vivants. Ouais, et c'est ça qui devrait être. Qu'on se souvienne de lui, de son vivant aussi. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a Sylvain qui me parlait hier, des gens qui, autrefois, s'habillaient de noir pendant 2 ans, 3 ans, la tête baissée comme ça. Ouais. Faire le deuil. C'est une question de période de deuil. Et moi, je trouve que c'est malsain. C'est beaucoup plus sain de dire, oui, on s'ennuie de lui, là, mais nous autres, on était encore vivants et il faut célébrer. Les autres vont dire, on oublie vite nos morts.
Il ne s'agit pas de les oublier, il s'agit de les célébrer, je pense. C'est beaucoup plus ça. Mais c'est les vivants, finalement. Les morts sont là, ils sont morts, Ouais. et ils ne changeront pas de place. Non, non, non. Mais les vivants, eux, vont continuer d'évoluer, puis c'est ceux-là qu'il faut mettre en valeur. Ouais. Et Dan Forrest met ça en valeur, ces gens-là, de façon musicale, pour un chœur, mais c'est éclatant. C'est Énergique. c'est énergique vivant. et c'est prenant. Ouais. C'est beau, c'est très, très beau. Quelle date ça a lieu? C'est le 9 novembre? Le 9 novembre, un samedi soir, à 19h30, à l'église des Éboulements. OK. Et bon, comme d'habitude, je veux dire, on va voir un spectacle. C'est grandiose. Il y a le chœur, il y a les musiciens. Il y a quand même un coût d'entrée, là. C'est pas gratuit. C'est 30 pour C'est les, pas cher les pour aller adultes. voir ça. Non, c'est pas cher. Puis pour les moins de 18 ans, c'est 15 Bon, puis, Mais ça reste très abordable. combien de places à l'église? Dans l'église, je crois qu'on peut mettre facilement 300 personnes. 300 personnes. Peut-être même plus. OK. Parce que c'est quand même assez grand. Puis il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. La vente des billets est commencée, tout ça? là? Oui, la vente des billets Ça va commencé. bien jusqu'à maintenant? Ça va assez bien. On peut s'en procurer en s'adressant à des choristes ou en allant sur le site web du chœur. C'est le site web, oui, c'est ça. Oui, puis il y a un numéro de téléphone que je n'ai pas par cœur, mais OK. que vous devez avoir dans vos... On va le mettre effectivement Oui. au bas de l'image. Oui. Directeur artistique, Sylvain Landry, qui est là depuis les tout débuts. Oui, Un monsieur de la Rive-Sud. c'est un monsieur de la qui- Rive-Sud. qui je ne sais pas jusqu'à quel point il retourne dans son patelin initial, mais qui vient ici une fois par mois minimum dans Charlevoix, mais qui vit à Toronto aussi. Oui, mais lui, il est un peu comme vous, il vient de la Rive-Sud. Il s'est transposé ici parce qu'il allait à Québec, je suivais des cours, il donnait des leçons. Et il y a un groupe de chanteurs de Baie-Saint-Paul qui a voulu avoir ses services pour se guider pour préparer un concert. Alors, Sylvain est venu, il leur a dit « Oui, je vais m'occuper de vous autres ». Ils ont convoqué une première répétition, à laquelle près de 80 personnes se sont présentées. Ouais. Alors, ça a été le début. Je pense Un qu'il coup n'y de avait, cœur, il y avait pas le choix, il y avait un boulet au pied. Là. Mais là, depuis le début du cœur, donc, il Oui. voyage Toronto, Charlevoix. Une fois par mois. Wow. Quand il vient ici dans la région, il donne des cours de chant. Ici à Baie-Saint-Paul, à Québec. Il s'occupe aussi de beaucoup de choses à Québec, avec, par exemple, Tempêtes et Passions à Québec, qui est un groupe de chant. Le chant également. Et Parce que puis- là, il est dédié exclusivement au chant présentement. Oui, mais il fait surtout du chant, mais il fait de la direction d'orchestre aussi. Aussi, OK. Parce qu'il travaille à Toronto, il dirige des chœurs, des groupes. Il chante aussi en Europe à l'occasion, chante aux États-Unis. C'est ça, je veux dire, initialement, il est allé étudier, effectivement, en musique, d'un bac et d'une maîtrise. Il s'est dirigé vers l'orgue, ensuite le piano, ensuite le chant. Le chant, ben, il donnait des spectacles de Oui. chanteurs d'opéra. là. Oui. Puis après, Pour- c'est la direction d'orchestre. Puis ensuite, Je veux dire, c'est un ensemble complet. C'est un homme, je dis toujours que c'est plusieurs cordes à son arc. on peut plusieurs cordes à l'expression. son arc. Et puis, il aimerait peut-être pas ça si on lui disait, mais je pense que c'est un petit brillant. Ah. Même s'il mesure 6 pieds et quelques. Mais il adore la musique et il adore Charlevoix. Puis il continue de venir ici après 21 ans, une fois par mois. Mais ça, C'est 10 heures de route pour pour ceux qui ne aller. savent pas qu'est-ce que c'est, là, tapez-vous ça, Montréal, pas Montréal, Toronto, Charlevoix. Puis quand il vient dans Charlevoix, c'est à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul? À Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. Les répétitions ont lieu habituellement au domaine Forget. Et cette fois-ci, pour le concert des éboulements, ça va avoir lieu aux éboulements 2 fois. OK. Alors, depuis 21 ans, se taper cette distance-là, il y a Oui. du millage dans le corps, on peut l'expression. Là. C'est 10 heures de route dans chaque sens. Bon. Ça, c'est beau temps, mauvais temps. Bon. La plupart du temps, il réussit à le faire. Est-ce qu'il voyage ça de nuit, de jour? Habituellement, il part à 5 heures de chez lui le matin. Hmm. Pour arriver ici entre 5 et 6, ça lui donne 1 heure pour récupérer de la route avant de commencer la répétition à 7 heures, qui va jusqu'à 10 heures. Alors, il a une capacité de travail hors du commun. Oui, ça Hors prend du ça. commun. Oui, oui. Ça prend ça. Il est âgé de quel âge? Là, Lui, il doit avoir près de la cinquantaine. Bon. pas beaucoup, On pas sent beaucoup pas, plus on que ça. sent pas de fatigue chez lui. Là. C'est un Non, monsieur qui non. se tient en Non, bonne non. condition physique, Oui, j'imagine. ben, relativement. Relativement. Il est toujours occupé. Alors, il n'y a pas le temps de Alors, penser. mentalement, ça travaille continuellement. Non, je pense que lui, au plan intellectuel, c'est une dynamo. Bon. On est chanceux de l'avoir. par le On fait est même. chanceux parce que les gens du cœur l'adorent. C'est un pédagogue hors pair. Il est capable de pousser
les choristes au-delà de leurs limites. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire à chaque concert. Toujours prendre le dernier concert comme base en disant aux choristes, vous êtes capable de faire un petit peu plus que ça, un petit peu mieux. Toujours. Toujours. Même si c'est pas beaucoup, il y a toujours une... L'important, c'est que ce soit constant. Oui. Et non pas, bang, un beau Non. spectacle, puis le lendemain, Non. oups, je sais Des pas. fois, c'est plus difficile parce que il y a des pièces qui sont beaucoup plus difficiles que les choristes ont du mal à mieux digérer. Mais son travail à lui, c'est de les amener à digérer les œuvres, à les rendre de façon le plus parfaite possible. C'est pour ça qu'on considère le chœur polyphonique comme un chœur semi-professionnel. Oui, parce que les exigences pour les répétitions sont, j'allais dire, élevées. C'est pas tellement élevé, ce sont les choristes eux-mêmes qui se fixent des objectifs. Parce que pour les gens qui sont là depuis 20 ans, il y en a qui sont là depuis 20 ans, il y en a qui sont là depuis 10 ans, c'est toujours le désir d'en faire plus. Et ça aide beaucoup un chef quand les choristes veulent en faire plus. Vous, là, Pierre Landry, qui êtes vice-président du conseil d'administration, votre relation avec le chœur, je veux dire, c'est une passion, j'imagine, d'abord, côté musical. Oui. Comment... C'est que moi, je ne chante pas, mais comme je dis en blague, je fais du chantage, mais... Non, moi, je suis venu au chœur parce que mon épouse est arrivée en 2005 dans la région, puis quelques mois après, elle a découvert le chœur. Alors moi, je l'ai accompagnée souvent aux répétitions, et petit à petit, je me suis rendu compte que beaucoup de tâches accessoires au chœur étaient réalisées par des choristes. Par exemple, la veille d'un concert, déplacer des choses, pendant le concert, déplacer des choses, les élocutions. Alors, je me suis avancé en me disant peut-être que je pourrais aider de ce point de vue-là. Et petit à petit, je suis venu à... On a pris sa place. Oui. ça a pris quelques années parce que je ne chante pas, Ouais. mais pour moi, la musique, c'est une passion. Ça demeure de l'organisation. Oui. Il y a plusieurs personnes là-dedans, Oui. la synchronisation des spectacles, la réservation des C'est salles, ça. le déplacement du Oui. monde. Ça, je ne suis pas seul à faire. Il y a le chœur, il y a le CA qui s'occupe de ça en grande partie avec Jasmine. Et moi, je m'occupe surtout de la partie qui entoure le Logistique. spectacle. OK. Logistique. Pour un spectacle, il faut savoir que les choristes ont besoin d'être encadrés. Que ce soit au domaine Forget, à l'église, n'importe où. Je veux dire, c'est quand même 30, On arrive à quelque part, vous êtes reçus, c'est là que vous allez. une quarantaine de personnes. Ouais. Alors, il faut trouver une façon de les réunir, de leur dire où sont les toilettes, où sont les vestiaires, où sont ci et ça. Puis, quand il s'agit de monter sur scène, on leur dit c'est l'heure. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui ont le cœur, genre, je suis un artiste, c'est tous du monde très Je n'en connais humain. pas. C'est des gens humains. Ce sont tous des gens qui adorent chanter et qui le manifestent à chaque répétition. Celui qui pourrait jouer à la vedette, c'est bien Sylvain Landry, mais comme la façon de vous en parler, c'est pas le vraiment cas. pas une vedette. C'est un homme modeste, un homme compétent et un pédagogue. Il est capable d'amener ses choristes à se perfectionner et à faire des choses. Puis en plus, il donne beaucoup de cours aux choristes. Alors, il y a peut-être la moitié des choristes qui suivent toujours des cours de chant. En plus. Alors ça aide. Ouais. Mais c'est pas pour décourager des gens qui voudraient se joindre au chœur, parce que le chœur va les encadrer, va les aider. Ce qu'il faut pour chanter là, au chœur, c'est être capable de chanter. Ouais. Le reste... Il y a une émission récemment qui passe à la télévision qui s'appelle Il y a du monde à la messe. Puis ils ont un beau cœur derrière eux autres, Ouais. juste pour chanter un peu le titre de l'émission, mais en même temps les inviter. Oui. Pour ceux qui ne connaissaient pas c'est quoi un chœur, ça donne quand même une bonne idée. Oui. C'est petit, mais ça sonne fort. Alors imaginez Oui. 40 personnes sur la Oui, scène puis qui chantent. Là. Oui, puis il y a 4 voix. Il y a des sopranos, des altos, des ténors, des barytons basses. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça polyphonique, parce que ça se mêle, tout ça, en concert. Et c'est ça qui fait la beauté. Parce qu'on a comme des vagues. Quelqu'un qui n'a jamais entendu un chœur polyphonique, c'est une belle occasion, surtout avec ce concert-là, qui est superbe. On répète la date, c'est le 9 novembre. Ça se passe à l'église des Éboulements. Le spectacle s'appelle Requiem for Living de Dan Forrest. Alors, c'est Il y a un spectacle aussi moderne. un Te Deum qui va être présenté avant, en première OK. partie. C'est toujours de Dan Forrest, composé un peu plus tard, mais c'est encore une fois basé sur de la musique. Quand on dit plus tard dans le temps ou plus récemment? En 2015. En 2015, Oui. donc c'est plus récent encore. Plus récent. Mais c'est toujours basé sur de la musique religieuse, mais avec une interprétation, avec une sonorité complètement différente. Ah, C'est différent. Ça n'a rien j'allais dire, ça n'a rien de religieux. Ça ne veut pas dire que
le religieux, c'est plate. Non. Mais c'est que c'est une musique plus moderne, plus envoûtante, Plus actuel. plus actuelle. En effet, oui. Et c'est ça qui fait la caractéristique de Danforth. Bon, ben, l'invitation est lancée. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, dans le fond, d'entendre un chœur, ou Oui. de voir un chœur à l'œuvre, ça vaut la peine. Même des fois, on s'en va là, on peut se fermer les yeux, puis oups, on se met à partir. Comme Oui, on oui, dit, hein? oui. Oui, C'est puis pas un spectacle visuel, c'est un spectacle sonore. c'est sonore. C'est visuel aussi, Aussi, parce que c'est impressionnant, impressionnant ouais. de voir ça, mais c'est un spectacle sonore. Comme vous dites, on peut se fermer les yeux et déguster. Ouais. J'appelle ça C'est déguster. transporté vers la musique. Ah oui, oui, tout à fait. Monsieur Landry, merci beaucoup. Bien, merci. Et bon spectacle. Merci, M. Charret. Voilà une autre émission qui s'achève. Merci à mes invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Moi, j'en ai appris sur la coopérative de l'Arme, la coop de l'Arme comme telle, et bien sûr sur le prochain spectacle que donnera le chœur polyphonique de Charlevoix, en date du 9 novembre. À ne pas manquer, si ça vous intéresse, allez-y, les premiers arrivés, les premiers servis, parce que un très beau spectacle à venir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit. Puis nous, ben, on enregistre cette émission-là la veille de l'Halloween. Alors pour les jeunes, bon Halloween et j'espère que vous aurez plein de plaisir entre amis ce week-end. Merci, à très bientôt. Au revoir.